Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art. Nicolas, à la bande dessinée. Voilà, on va pas dire à la BD, on va pas rétrécir cet art magnifique, magnifié par les auteurs dont fait partie Nicolas. On te retrouve aujourd'hui avec Showman Killer aux éditions Delcourt. On va en parler dans quelques instants. Nicolas, tu es un artiste qui utilise plein de palettes différentes autour du graphisme, la peinture, la bande dessinée. Tu aimes bien toucher à tout en permanence? Oui, puis j'aime bien aussi tourner en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de ma vie où je vais plutôt travailler en illustration, d'autres fois où je vais plus travailler en production, d'autres fois plus en bande dessinée. C'est ce jeu-là qui est très agréable. Et c'est un jeu qui s'auto-nourrit? Oui, bah oui. Chaque forme nourrit l'autre? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu découvres de nouvelles choses que tu vas pouvoir appliquer sur un autre domaine. Et c'est vrai que même sur une série, je pense à ma première série de bande dessinée sur Torrent, entre le premier album et le dernier album, tu as fait tellement de choses entre-temps que tu pourrais changer de style complètement. Donc il faut faire attention à pas trop muter. Mais est-ce que la grande liberté qu'on peut avoir, je ne sais pas, par exemple en peinture, on fait ce qu'on veut, on peut jeter de la peinture, on peut créer vraiment de façon tactile et de jouer avec la matière. Est-ce qu'on peut le faire aussi en bande dessinée où il y a quand même des codes et un scénario derrière? Bah là, d'autant plus parce que cette fois-ci, je ne travaille plus seul, je travaille avec Jodorowsky, donc c'est un autre jeu aussi, c'est une autre confrontation. Bah, quand tu es tout seul, tu as tendance à tout te permettre, mais en fait, tu peux aussi te bloquer. Parce qu'à force de tout te permettre, tu ne vois pas forcément certaines choses qui sont parfois essentielles. Quand tu travailles avec un scénariste, c'est déjà dégrossi. Donc dans ta tête, tu vas commencer à lire le scénario, tu dis « Ah non, je vais peut-être pas faire ça », mais c'est déjà un deuxième degré. Donc il t'a libéré le terrain dans ce cas-là, le scénariste. On le disait, tu touches à tout, justement, tout ce qui touche entre autres au graphisme. Est-ce qu'il y a des vraies différences de travail lorsqu'on réalise une toile, lorsqu'on réalise une BD ou une illustration? Ah oui, ça n'a strictement rien à voir. L'exercice de style de la bande dessinée a ceci de particulier que tu as vraiment une narration, je trouve, entre l'image que tu es en train de faire, celle que tu feras et celle que tu as déjà faite. Et ce jeu-là fait que chaque image ne peut pas être prise isolément, je trouve. Alors qu'une illustration, dans l'absolu, peut être extraite malgré tout, même si elle a une cohésion par rapport à un texte ou d'autres images. Elle peut être extraite. En BD, non. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à extraire une image en me disant « Tiens, celle-là, elle est super belle. » Non, ou elle est super moche, ça peut être dans l'autre sens aussi. Mais non, et je dirais même, c'est pour ça que même dans une bande dessinée, tu peux avoir différentes qualités, différents niveaux, parce que les images chantent aussi entre elles. Et ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver peut-être plus en storyboard, mais pas en illustration. Bon, Nicolas, on va donc te retrouver dans quelques instants pour Showman Killer aux éditions Delcourt. Et tu l'as dit, avec l'un des maîtres, Alejandro Jodorowsky, l'inépuisable, l'infatigable, 135 ans au compteur de métier de bande dessinée. Il va me flinguer la prochaine fois, c'est pas grave. On va se quitter quelques instants, on va partir à la découverte d'une nouvelle série, Grand Prix aux éditions d'Argo. C'est Marvano qui s'occupe de cette nouvelle série. Alors, c'est pas un Grand Prix comme on peut voir en ce moment avec des voitures qu'on pourrait téléguider avec une petite manette, non pas du tout. C'est la vieille époque où ça sentait bon l'huile, la graisse et puis des héros qui risquaient leur vie à chaque week-end pour chaque Grand Prix. C'est parti pour une très belle aventure. Ces voitures exposées à la galerie d'Itteren de Bruxelles racontent à leur manière l'Europe du XXe siècle. Pour revisiter l'Allemagne des années 30 et la montée inexorable du nazisme, Marvano embarque ses lecteurs à bord de ces bolides qui font encore rêver les amateurs de voitures. Je suis vraiment un fan d'anciennes voitures, parce que je trouve qu'elles étaient belles en comparaison des monstres qu'on voit aujourd'hui. Mais surtout, c'était des voitures qui avaient une personnalité. Maintenant, toutes les voitures sont à peu près les mêmes. On ne voit pas de différence entre une Citroën ou une Renault, peu importe. Mais à cette époque-là, c'était des voitures qui avaient une gueule, une personnalité, une gueule. Ces voitures de course roulaient à plus de 300 km/h sans aucune sécurité. Les pilotes, des têtes brûlées qui tutoyaient la mort à chaque tour de piste, ils étaient alors de véritables héros.
c'était des gens qui acceptaient le fait qu'il faut prendre des risques dans la vie. Nous vivons maintenant dans un temps où les gens n'osent plus n'osent plus prendre des risques parce que c'est tout ça. Mais là, c'était normal. Ce qui est logique. Dans les années 30, la Grande Guerre avait juste terminé, puis il y avait la fameuse épidémie de grippe qui avait tué 4 fois plus de gens que la Grande Guerre. Et les gens étaient habitués à la mort violente, quoi. Et donc, ils profitaient beaucoup plus de la vie. Dans cette période troublée de l'entre-deux-guerres, les pilotes vont être instrumentalisés par le pouvoir. Adolf Hitler mise sur leur prouesse, leur courage pour exacerber le nationalisme allemand. L'industrie automobile va permettre à l'Allemagne de se reconstruire. C'était tout au début, en 1933-1934, c'était la façon de laquelle Hitler contournait les limitations du traité de Versailles. Le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne de faire des recherches côté moteur puissant, aérodynamique, etc. pour l'aviation. Mais le traité de Versailles ne disait rien sur la course automobile. Donc il a vraiment utilisé la course automobile pour contourner le traité de Versailles. Mais il y avait aussi, évidemment, le côté propaganda, quoi. Parce que ces voitures-là étaient tellement meilleures que tout ce qui existait à ce moment-là. C'était vraiment un exemple de la connaissance technique de l'Allemagne, quoi. L'automobile pour expliquer l'Allemagne d'avant-guerre, une idée originale. Cette trilogie de Marvano offre un regard inédit sur une période méconnue et pourtant décisive. Grand Prix s'adresse autant aux amoureux de voitures qu'aux passionnés d'histoire. Retour en plateau ici dans votre émission Un monde de bulles. Nicolas nous a un peu parlé de tout ce qu'il faisait au quotidien sur le graphisme. Évidemment, on en revient à la bande dessinée. La sortie, c'est Showman Killer. Déjà, la rencontre avec Alejandro Jodorowsky, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait, on se connaissait déjà, on s'était déjà vu 2-3 fois lorsque je travaillais avec François Bouc sur Bouncer. Quand je travaillais aux Humanoïdes Associés sur Torrent en simultané. Donc on s'était déjà rencontrés 2-3 fois et puis quand Delcourt m'a proposé le scénario, moi je connaissais, comme on se connaissait déjà, ça a aussi accéléré les choses. Et puis voilà, moi je le suivais aussi depuis plusieurs années, c'est quelqu'un qui m'a toujours attiré, intéressé, que j'ai toujours lu, enfin voilà, c'est un univers à lui tout seul. J'avais pas trop voulu l'approcher à l'époque Humano, et puis depuis que j'ai fini Torrent, c'est vrai que je me sentais plus libre d'aborder ça avec quelqu'un comme Jodorowsky. Mais c'est quelqu'un que je suivais depuis pas mal d'années. Moi j'allais voir ses conférences à Jussieu il y a une 12aine d'années là, déjà. Et conférence sur le tarot ou sur la bande dessinée ? Non, c'était pas sur le tarot. Non. C'était des vrais spectacles. Il faisait tirer les tarots à Jussieu juste avant et après il entrait en amphithéâtre. Et là, tu avais droit à un spectacle pendant 2 heures où les gens venaient parler d'eux-mêmes et ils faisaient une analyse en live de ces personnes. C'était quelque chose. Hein. Et encore, il l'a pas fait en pantomime, hein, parce qu'il était avec le mime Marceau. Tout à fait, Bon, Nicolas, alors, Showman Killer. Le pitch de cette nouvelle aventure. Alors, le Showman Killer, c'est une sorte d'horreur intersidérale. C'est une création de toute pièce qui a été faite par un savant fou. C'est une sorte de créature indestructible, absolument abominable et qui n'a qu'une seule motivation, l'argent. Donc ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'au lieu de jouer sur des grands principes de réflexion, c'est quelqu'un de très basique qui a une seule application, c'est gagner de l'argent. Il a été créé pour ça. Sauf que comme tout monstre de Frankenstein, il se retourne contre son créateur et il décide de suivre sa propre voie, qui est a priori de gagner plein d'argent. Et il est sans scrupules. Dans toute l'histoire déplie les aventures de ce personnage qui, sans foi ni loi, en fait, essaye de remplir un contrat avant un autre qui lui a déjà été confié. Ce qui lui fait mettre le doigt dans l'engrenage, dans un engrenage de situation qui fait qu'il n'a pas fait le bon travail au bon moment et que même s'il exécute tous ses contrats et qu'il les finit de toute façon, cet ensemble de choses fait qu'il met les doigts dans un complot qui touche à l'Empire lui-même.
Comment on crée un tel personnage graphiquement? Est-ce que Jodo t'avait donné des petites indications en disant fais-le plutôt comme ça, je verrai plutôt comme ça, ou c'est de la pure création, tu prends une feuille blanche et vas-y, ça arrive à un moment? Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une description d'Alessandro qui lui est une définition très précise de son personnage. Maintenant, derrière, il laisse une entière liberté. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, moi c'est mon idée, maintenant t'en fais ce que tu veux. Il dit ça, il revient dessus aussi, c'est normal, on est là pour avoir ce ping-pong naturel. Et donc c'est en partant des descriptions. Et puis, c'est jamais simple non plus, parce qu'on part avec tout le bagage historique de ce qu'Alejandro a pu scénariser. Donc, c'est pas. Voilà, on débarque pas comme ça en disant, bah non, il va être bleu avec des bottes vertes. C'est pas. On essaie de faire attention aussi à tout ce qui a été fait avant, de pas trop se rapprocher d'autres héros qu'il a pu développer. Voilà. Donc, cet exercice de style n'est pas forcément très simple non plus, ça c'est vrai. Nicolas, on va continuer notre discussion dans quelques instants. On va se quitter encore une fois. On va aller découvrir une série qui carbure, on peut le dire, c'est IRS aux éditions du Lombard, signé de monsieur Stéphane Desberg. Alors il y a la série mère, il y a une série annexe, enfin bon, un mélange à la sauce belge, donc Stéphane est vraiment un grand spécialiste. Nous sommes allés à sa rencontre en pleine crise internationale. L'économie, est-ce qu'il s'en est un peu nourri justement pour modifier son scénario? C'est parti. L'agent Larry Max est de retour pour un 12e tome de la saga IRS. Cette fois, l'incorruptible agent du fisc américain va exhumer les petits secrets et les comptes cachés d'Hollywood. Une aventure qui va le mener sur les traces de son père et lever une part du voile sur sa mystérieuse disparition, ainsi que sur ses liens avec la belle Gloria. Jusqu'à présent, on lui confiait des enquêtes sur des criminels. Ça a été l'heure des Juifs dans les banques suisses, ça a été les narcotrafiquants, la corruption, etc. Ici, c'est vraiment un sujet qui le concerne lui, puisqu'en fait la police découvre des éléments sur la mort de son père. On pensait que c'était un accident, finalement, c'était pas ça. Et donc c'est une enquête qui le concerne vraiment lui, qui se passe principalement à Los Angeles. Et donc je crois que c'était l'occasion de creuser plus le personnage, de révéler un certain nombre de choses, et puis d'avancer dans sa relation sentimentale avec Gloria. Je dirais d'avancer de manière définitive. On retrouve Gloria jeune, donc à l'époque où Larry a commencé à la connaître quand elle était jeune actrice et qu'il en était amoureux. Et en fait, lui, il y a des choses qui lui ont échappé à ce moment-là. Bon, on va essayer de pas trop dévoiler, mais des choses un petit peu plus glauques, un peu plus intrinsèques. Est-ce que Larry va réussir à ramener Gloria vers lui ou pas ? Une tournure davantage introspective donc pour ce 12e opus. Sur la piste de l'homme qui a commandité l'assassinat de ses parents, Larry, comme à son habitude, ne recule devant rien. Mais certaines vérités pourraient bien lui coûter cher. Il s'est engagé dans l'IRS pour mener un combat bien précis. À partir du moment où il se rend compte qu'il a peut-être mal interprété certains événements, ça pourrait remettre en cause sa manière de faire les choses et voir peut-être la suite de sa carrière. Mais sans du tout qu'il y ait de prise de tête. Ça va rester un personnage très volontaire, très déterminé et fondamentalement bien dans sa peau. Sa détermination est sans faille et je pense qu'il y a un côté jusqu'au boutiste, presque pitbull, quand il est sur une enquête. Il lâche difficilement, il ne va pas céder, les moyens de pression n'ont pas effet sur lui. Une BD polar à la sauce hollywoodienne, la précision du trait de Wronken sert à merveille l'intrigue politico-financière imaginée par Desberg pour un des récits les plus haletants de la saga. Je suis fort ouvert à ce qui se passe dans le monde, ce qui est politique internationale et politique intérieure aux États-Unis. Et j'essaie d'avoir une réflexion par rapport à ça et me dire, bon, je crois qu'il y a des tendances qui vont se dégager. Ce qui est arrivé, on n'a pas prédit la crise des subprimes en IRS, je n'irai pas jusque-là. Mais il y a une dérive du système financier qui était évidente, sur laquelle j'avais déjà eu une réflexion et qui a un petit peu orienté certains thèmes dans la série. Le 13e épisode est déjà sur les rails et devrait plonger l'agent Larry Max en plein Bangkok, sur la piste d'un trésor perdu pendant la guerre du Pacifique. Mais pour cela, il vous faudra attendre juin 2011.
Retour en plateau et on va achever Nicolas qui est là pour son showman Pour se faire killer. achever. Ah, voilà. Nicolas, à chaque fois, tu avais ta série Torrent, là c'est une nouvelle aventure. Donc on crée une nouvelle famille de papier, des personnages, des univers. Comment tu vis, toi, chez toi, dans ton atelier, je sais pas comment ça se passe, face à la feuille blanche, tu leur parles à tes personnages, le matin, tu arrives, tu dis ça va, je sais pas, tu as passé une bonne nuit, tu veux un petit café avant de reprendre la route spatio-temporelle, comment ça se passe? Bah, c'est vrai qu'il y a un grand changement, ça fait un gros changement d'univers, donc c'est quand même, il y a des phases où on n'est pas encore immergé. Tu sais, il y a toute une phase de découpage où tu ne te sens pas encore à l'aise, totalement à l'aise. Tu vois, tu pressens les choses, il y a des trames d'histoire. Et puis après, quand tu commences à rentrer dans le détail, que tu abordes les problèmes de design, tout ça, là, ouais, tu commences à te dire, tiens, toi, ouais, je vais te faire du matériel, tu vas voir. Enfin, il y a un côté affectif avec les personnages où tu commences à les habiller, à leur donner du matériel en sachant qu'ils vont faire ça, ça et ça. Tu te dis, ça pourrait être marrant de faire ça comme ça. Il y a des, Et puis tu t'amuses, c'est un jeu permanent comme ça de rebond entre les... J'ai tendance en plus à attaquer les planches par groupe de 10 à peu près. Voir l'album entier et en fait c'est une sorte d'upgrade permanent de toutes les planches. Donc l'album il est fini le jour de la livraison, c'est à peu près ça. Mais je trouve ça intéressant parce que quelquefois tu vas pouvoir penser à des choses en te disant tiens ce serait marrant d'avoir tel objet, donc tu vas le retrouver dans toutes les pages mais ça je vais pouvoir le faire une semaine avant le bouclage. C'est-à-dire que tu fais une sorte de chemin de fer comme le font les magazines. Tu vois un peu, tu as une vision globale de ce qui se passe. De toute façon, ça commence par un chemin de fer. Et puis là, même sur Showman Killer, ça allait plus loin que Torrent. Je n'ai même plus d'esquisse de planche. J'attaque direct. Je photographie en rafale tout le chemin de fer. Et j'attaque direct sur le chemin de fer. C'est une sorte de grande angoisse pour les éditeurs qui se disent est-ce qu'il va nous livrer à temps complètement. Quand tu changes d'éditeur, oui, ils sont un peu dans l'expectative quand même. C'est normal, c'est légitime. Alors, on le voit sur ce plan large, on a les écrans géants sur le plateau. Il y a une diversité incroyable aujourd'hui dans la bande dessinée dont tu fais partie. J'ai l'impression que tu t'es lâché encore plus aujourd'hui sur Showman Killer. Et on le parlait, c'est du space opéra qui permet peut-être justement de jeter de la peinture encore plus facilement, de faire quelque chose d'éclatant, de brillant. Comment t'as ressenti ça, toi ? Je sais pas trop parce que c'est finalement pas par la partie graphique que je me pose la question, c'est plus par rapport, je suis pas le scénariste, mais justement c'est dans la mise en valeur du scénario que ça m'intéresse. C'est plus ça le défi, alors que ce soit du space opéra, très bien, ça reste du fantastique, voilà, c'est évidemment plutôt mon domaine. Grande liberté quoi. Hein. Grande liberté, oui mais grande liberté, mais aussi ce qu'apporte le fantastique, c'est une synthèse des préoccupations que tu peux avoir dans le quotidien. Donc c'est quand même tout le terreau, le vivier de la science-fiction, c'est de pouvoir mettre en exergue et de pouvoir vraiment synthétiser un propos. Et moi voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de l'aborder. Et Showman pour moi c'est ça, on prend le caractère de ce Showman-là et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc-là? Et puis qu'est-ce que ça soulève comme question? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors après ça s'insère dans du space opéra parce que c'est la meilleure mise en scène possible pour ce genre de personnage. Je me pose pas tellement plus de questions après graphiquement. C'est de m'amuser le plus possible. Donc le chemin que ça prend par rapport à tout ce qui existe à côté, j'en sais trop rien en fait. Là-dessus, j'ai pas de recul. Alors, l'album sort maintenant, dans les mois qui viennent. Tu travailles sur quoi? Le 2. Voilà, tout simplement. Le 2, et puis entre-temps, j'ai bouclé un livre, parce que je continue quand même en illustration. Et là, je viens de travailler sur Lovecraft. On a fait un gros ouvrage chez Mnemos sur les contrées du rêve, la cité de Kadat. Voilà, qui est une cité fantastique qui a été développée par Lovecraft. Et voilà, c'était le moment. La dernière question, j'en avais une sous le coude. Comment justement tu fais? Tu vas acheter ta baguette le matin, ton petit croissant et ensuite tu vas faire du space opéra ou des mondes incroyables? Exactement, je vais déposer les enfants et après je cours très très vite. Comment ça marche? C'est facile? J'ai l'impression d'avoir le cerveau qui marche en permanence sur deux ondes différentes, mais c'est pas de la schizophrénie, c'est juste du plaisir. Donc à un moment tu dis à tes gosses, bon on prend le vaisseau spatial,
On passe c'est sur ça. la planète machin et Mais ensuite on va à l'école. Eux, ils démarrent au quart de tour, il n'y a pas de problème. Eux, ils viennent commenter les monstres et tout. Ils disent, ah, celui-là, il me fait peur quand même. Mais c'est bon signe, généralement. Mais non, non, je trouve que ça fait partie. On devrait tous véhiculer plus d'onirisme, je trouve. Voilà, et je trouve que ça n'a finalement rien d'extraordinaire. Bon, de la poésie, du rêve. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve avec Showman Killer et avec monsieur Alejandro Jodorowsky, el maestro. À très bientôt. Dans quelques instants, branchez vos magnétos, vos disques durs, vos podcasts, vos VOD gratuités illimitées. Ça va être la chronique d'El Comico, Nicolas Béard. Un grand moment, je vous promets. En attendant, c'est une autre époque pour les moins de 75 ans, ceux qui ont connu À vous, Cognac Jet. Voilà, c'est une petite bande dessinée qui est sortie aux éditions Delcourt. C'est très marrant et c'est justement Nicolas Béard qui vous raconte cette histoire. A tout de suite. Je vous parle d'une télévision que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'un temps où les émissions se regardaient en noir et blanc et sur une seule chaîne. D'un temps où une musique angoissante terrorisait une génération de téléspectateurs, tandis qu'une paire de collants en faisait mourir de rire d'autres. Il fallait quand même qu'on parle de mémoire collective, c'était important, et l'idée c'est de trouver quand même le plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire que si je prends deux, trois exemples, sur les dossiers de l'écran par exemple, la chose qui est le dénominateur commun de tout le monde, c'est que la musique, ça foutait la trouille à tout le monde, à tous les petits garçons étaient sous la... Voilà. Donc si on passait à côté de ça, on passait à côté de l'histoire des dossiers de l'écran, par exemple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour Thierry Lafronde, par exemple, il y avait deux, trois points d'ancrage. Il y avait que sa copine s'appelait Isabelle, qui était quand même le prénom féminin de l'époque des années 60. Moi, j'étais à l'école dans les années 70. J'avais 4 Isabelles dans ma classe, donc ça, c'est vraiment voilà. Ça, la première chose. Deuxième chose, il portait des collants un peu ridicules. Et troisième chose, il y avait une belle grosse médaille et que tous les petits garçons rêvaient de porter. L'album revisite les grandes heures de la petite lucarne. Une vingtaine d'auteurs se succèdent pour faire revivre 5 colonnes à la une, le petit train de la mémoire en passant par les mystères de l'Ouest, ou plutôt de leur doublage. Moi, j'ai mis un certain temps à comprendre que James West n'était pas français. Et voilà, et donc ma quête, c'était de savoir qui était derrière le personnage, quoi. Et j'ai mis quand même 30 ans, quoi, à découvrir. Et donc j'ai découvert que James West, en fait, il s'appelait Jacques Thébault et qu'il s'occupait également de faire parler en français Steve McQueen, qui faisait parler en français John Cassavetes, qui faisait parler en français pléthore de comédiens. Et voilà, et donc j'ai mis un certain nombre d'années à percer le mystère des voix qui ont bercé mon enfance. Tous les incontournables cathodiques y passent, comme l'horloge hypnotique et très design de l'ORTF, un doux délire où la télévision de papa dérape, comme aurait pu le faire Alain Decaux. Quant à Nondorf, eh bien, nous avons reçu 912 réponses. Alain Decaux avait de tendance, quand il faisait ses émissions, de temps en temps à s'emporter, à faire preuve d'un fort beau dynamisme en fin d'émission, où il y avait les personnes en régie qui lui faisaient signe qu'il était peut-être temps qu'il arrête de s'étaler sur les détails et qu'il arrive à des points un peu plus concis. Et d'où le fait qu'à un moment, il pète un peu les plombs et qu'il finit en beauté, on va dire. Et c'est vrai qu'il a des moments d'emportement. Et j'ai vraiment supposé qu'en régie, derrière la petite vitre, on lui faisait signe. Et que plus ça allait, plus l'horloge tournait, plus c'était... Après le tome 1 et les années 60, la télé des années 70 débarque dès le mois de novembre. Nous, on a déjà une petite idée de la suite. Il est déjà distrait, il est chaud bouillant, il est allé chez le coiffeur, c'est une sorte de tsunami du 9e art, c'est la chronique de Nico. C'est parti. Il est là, il est rigolo, il est gigolo, il est magnifico. Oui. Hein, je mets des hauts partout parce qu'on va faire du comico aujourd'hui, Nico. Oui.
Hein? Une BD argentine. Oh là! Ouais, une BD argentine adaptée au cinéma. Voilà. Et comment est-ce possible? C'est possible que voilà. Ah, c'est une toi aussi, t'as eu Tengo Cinco au Baco? Je suis germaniste de formation, moi, en fait. Ah oui, t'as fait allemand, oui. Bon, ok, personne n'est parfait. Alors, mon cher Nico, Boogie. Boogie. Ça date de quand? C'est récent, cette bande dessinée? Non, c'est vieux. C'est vieux. Ça date de 1972, si je ne m'abuse. C'était créé par un Argentin qui s'appelle Fontana Rosa. Il est mort depuis, malheureusement, donc il n'aura pas l'occasion de voir ce film en salle. Il est mort en 2007, mais il avait validé le script, il avait validé l'adaptation. Voilà. C'est n'importe quoi. J'ai envie d'être clair, hein. C'est barré, c'est complètement trash. C'était une BD qui était divisée en petits sketchs, comme ça en fait. C'était sorti peu de temps après je sais pas si tu te rappelles de Dirty Harry, l'inspecteur Harry. Bien sûr, hein. Glacial, froid, dur. C'est ça, c'est l'inspecteur Callan, si tu veux, mais en 10 fois plus trash. Voilà. Il est raciste, il est réactionnaire, il est sexiste, enfin voilà, il frappe les femmes, il bute des vieilles, c'est du grand n'importe quoi. Oui, hein. Ouais. C'est un vrai plaisir, quoi. C'est énorme. Non, c'est une très... Enfin, l'adaptation est vraiment chouette. C'est très violent. C'est quand même pas un film pour les tout petits, mais... Ah voilà, n'emmenez pas vos gamins le dimanche matin non. avec des bonbons. Ils vont ressortir traumatisés, surtout que c'est en 3D. Ouais, c'est le premier film argentin tourné en 3D. Voilà, ça a été réalisé par Gustavo Costa. Ça a coûté 2,5 millions de dollars. Ah, quand même. Ouais, mais ça donne un mélange vachement sympa, un mélange de 2D, de 3D, il y a de la photo. C'est une belle BO aussi, c'est vachement bien. Alors, quitte pas mon Nico, on va regarder évidemment un extrait de la bande-annonce. Ouais. Alors, pas en 3D, les enfants, évidemment, il faudrait que vous soyez équipés dans quelques années. Ça sort le 17 novembre. Voilà, mais en 2D, c'est parti. Necesito un doctor. No te hará falta. ¿No sientes nada al matar a un hombre? Si uso silenciador, no siento nada. Hubo un error, Boogie. A Gary no había que matarlo. ¿Quién es Gary? Yo creo que la violencia es el personaje principal de nuestra época. Óyeme bien, Marcia, y que no se te olvide. La principal causa de la violencia es que algunas personas le quieren quitar la comida a otras. ¿Hay alguien a quien no haya matado? Aquí. Oh, gracias. Hola, Nicolas. Lo que quiero decir es que les influences, c'est quoi? Les influences, en fait, comme c'est une adaptation, là, Gustavo Costa, c'est une adaptation d'une BD des années 70, on l'a dit. Là, on est en 2010, donc forcément, il fallait faire quelque chose d'un peu plus moderne. La BD, je te dis, elle se divisait en sketchs, en petits sketchs, en quelques cases, si tu veux. Donc là, c'est pas le cas. C'est un scénario qui se tient 1h30 dans une ambiance très mafieuse. Après, les influences, forcément, il y a plein de petits clins d'œil qu'a glissé Gustavo Costa. Il y a des clins d'œil à Apocalypse Now. J'ai repéré un beau clin d'œil au film Les Nerfs à vif, qui est vachement bien. Et puis après, mais il y a du Miller. Ça t'embête de me regarder. Je suis désolé, je regarde les images. Comme les gamins, tu regardes la télé, toi. Excusez-moi. Et il y a du Miller. Enfin, tu peux pas t'empêcher de penser à Marv de Sin City, tu vois. Donc voilà. C'est un ovni. C'est comme si, je sais pas. Villemain, tu vois, des salles blagues de l'écho, dessiné du Tarantino. C'est vraiment ça, quoi. C'est complètement barré, c'est hardcore. Et là, nous faisons un appel à Villemain et à Tarantino, qu'on a vu au café ce matin. Mélangez-vous. Faites quelque chose, une BD. Faites un boogie à la française. Ça marche, la preuve. Bon, allez, Blame It on the Boogie. Merci, mon Nico. Mais de rien. La semaine prochaine, toutes les infos essentielles d'un monde de bulles, vous le savez. C'est à la fois le site unmondedebulle.com pour les coulisses, les infos sur l'émission, les cadeaux. publicsena.fr pour les VOD, les podcasts gratuits et illimités. C'est pas comme ailleurs, nous c'est tout le temps. La chronique coup de cœur dans le quotidien Métro, le jeudi matin. Et puis maintenant, on a une adresse mail. Voilà, si vous n'êtes pas content de Nico ou vous en avez marre de voir ma tête, je sais vous êtes nombreux, mdbulle@gmail.com. Vous pouvez râler ou nous dire que tous les deux, on assure quand même un petit peu. Ciao et à la semaine prochaine. The music of yours, it's the music of the earth. The music of the sun and the stars. The music of yours, it's the music of the earth. The music of the sun and the stars. The music of yourself.
sense of common purpose. Yes, we can. Ayer estuvo el diablo aquí. Bienvenue dans Parole du Monde, un séisme qui a fait 250 000 morts et 1,5 million de sans-abri, des ouragans qui ont dévasté l'île et maintenant une épidémie de choléra. C'est dans ce contexte et sur un champ de ruines que sont organisées le 28 novembre prochain des élections présidentielles et législatives en Haïti. Élections cruciales puisque le gouvernement qui sera élu sera en charge de la reconstruction.